Notre futur potentiel, selon mon professeur. J'ai un professeur à l'école qui enseigne une variété de matières et il est généralement bien aimé. La seule chose étrange à son sujet est qu'il n'appelle aucun élève par son vrai nom, mais par son potentiel futur, d'après son opinion. Il arrive en classe et commence à faire l'appel. Le professeur crie «Meurtrier potentiel» et Kaloum lève la main, car il sait que c'est lui, parce que le professeur l'appelle toujours par ce nom. Le professeur crie «Cambrioleur potentiel» et Brian lève la main, car il a été plusieurs fois appelé comme ça par l'enseignant. Le professeur crie «Psychopathe potentiel» et Emily lève la main, car elle sait que c'est elle, parce que l'enseignant l'appelle toujours ainsi. Le professeur crie «Potentiel cannibale» et je lève à présent la main, parce qu'il m'appelle toujours comme ça. Il a quelque chose pour tout le monde, de l'accident potentiel au génie maléfique. J'avoue que c'était amusant au début, mais maintenant, je veux juste qu'il m'appelle par mon vrai nom, qui est Josiane. Un autre jour, notre professeur commence à faire l'appel et comme d'habitude, il appelle tout le monde par son potentiel et non par son vrai nom. Mais ensuite, il appelle Kaloum par son vrai nom. Nous étions tous choqués. J'ai donc demandé à Kaloum pourquoi notre professeur ne l'appelait plus meurtrier potentiel. Kaloum m'a dit que la raison pour laquelle notre professeur ne l'appelait plus comme ça, c'est parce que ce n'était plus un potentiel, c'était réel. Kaloum a en fait tué quelqu'un. Il a assassiné un sans-abri parce qu'il savait que le professeur l'appellerait par son vrai nom. Alors, il m'a suggéré de manger de la chair humaine, que je n'avais que le faire sur un mort. Qu'en la faisant cuire, c'était le seul moyen de faire en sorte que le professeur m'appelle par mon vrai nom. J'ai donc cherché un cadavre, j'ai prélevé un morceau sur lui. Oh, il n'était pas mort depuis longtemps. Je l'ai cuisiné et mangé. C'est très bon. Le lendemain pour l'appel, mon professeur m'a appelée Josiane, car je ne suis plus une cannibale potentielle, mais une vraie à présent. Je déteste quand mon frère Charlie doit partir. Je déteste quand mon frère Charlie doit partir. Mes parents essaient constamment d'expliquer à quel point il est malade, que j'ai de la chance de n'avoir aucun problème mental, que lorsque je me plains de l'ennui et que je m'ennuie sans un petit frère avec qui jouer, ils essaient de me faire sentir mal, en soulignant que son ennui dépasse probablement de loin le mien, compte tenu de son confinement dans une pièce sombre dans une institution. Je les supplie toujours de lui donner une dernière chance. Bien sûr, ils l'ont fait au début. Charlie est rentré à la maison plusieurs fois, chacune d'une durée plus courte que la précédente. À chaque fois, sans faute, tout recommence. Les chats du quartier aux yeux arrachés qui apparaissent dans son coffre à jouets, les rasoirs de mon père trouvés tombés sur le toboggan pour bébé dans le parc d'en face, les vitamines de maman remplacées par des bouts de pastilles pour la vaisselle. Mes parents hésitent maintenant, utilisant les dernières chances avec parcimonie. Ils disent que son trouble le rend charmant, permettant de simuler facilement la normalité et de tromper les médecins qui s'occupent de lui en leur faisant croire qu'il est prêt pour la réintégration. Que je n'aurais qu'à supporter mon ennui si cela voulait dire rester à l'abri de lui. Je déteste quand Charlie doit partir. Ça m'oblige à faire semblant d'être gentil et normal jusqu'à ce qu'il revienne. Mes parents n'arrêtent pas de me crier dessus. J'essaye toujours de faire ce que mes parents me demandent. Je ne mets pas mes coudes sur la table et je ne parle pas avec de la nourriture dans la bouche. J'étudie dur à l'école et j'évite les conflits lorsqu'ils surviennent. Ils élevaient rarement la voix contre moi. La seule fois où j'ai cassé le vase couteau de tante Esther, et cette autre fois où j'ai couru sur la route pour récupérer mon ballon. J'ai été grondée jusqu'à ce que je pleure, le visage rouge et les joues mouillées de larmes. J'ai promis de faire attention et ils m'ont finalement dit qu'ils m'aimaient. Ils ont dit qu'ils étaient juste inquiets pour ma sécurité et ils se sont excusés d'avoir élevé la voix. Ils m'ont embrassée sur le front et m'ont dit que tout allait bien. J'ai promis de regarder des deux côtés et de ne jamais traverser sans leur permission. J'ai non seulement promis, mais j'ai aussi suivi. M'assurer que la route était dégagée quand je traversais la rue pour jouer dans le parc.
J'ai fait tout ce qui était demandé. Mais un jour, une voiture est apparue nulle part. Elle roulait trop vite pour s'arrêter, malgré les crissements de pneus alors que le conducteur écrasait les freins. Mes parents ont pleuré en me regardant. Papa a tourné la tête pour vomir. J'ai essayé de leur dire que j'allais bien, mais ils n'arrêtaient pas de pleurer. Et maman n'arrêtait pas de crier: «Mon bébé, ils ont tué mon bébé!» Je ne pouvais pas bouger quand un homme étrange en tablier a pompé quelque chose d'épais dans mon sang sur cette table en métal. Je ne pouvais pas bouger quand j'étais placée dans une boîte rembourrée. Je ne pouvais pas bouger quand tout le monde s'est réuni pour parler de moi à l'église. Puis, ils m'ont mis sous terre. Alors que le couvercle a été fermé et que les monceaux de terre ont cogné le couvercle de la boîte, je pouvais encore entendre mes parents d'en haut. Ils ont dit que c'était injuste. Ils ne pouvaient pas me lâcher. Maman a pleuré pour que je revienne. Elle m'a supplié de le faire. Et j'ai commencé à rassembler mes forces. Cela a pris des semaines. Mais j'ai fini par fouiller et soulever le couvercle en bas de cette boîte. J'ai rampé à travers le sol humide et vermoulu. J'ai rampé jusqu'à chez moi, mes jambes tordues, incapables de me porter. Je suis revenue, comme ils le voulaient. J'ai rampé dans les escaliers et dans leur chambre pour leur montrer. J'ai relevé ma tête lourde et ma mâchoire pendante et j'ai souri. Je m'attendais à ce qu'ils soient si fiers de moi, mais ils n'ont pas eu l'air heureux du tout. Ils ont eu l'air plus terrifiés qu'ils ne l'ont jamais été. Pire encore. Même si j'ai fait exactement ce qu'ils me demandaient, bah, ils me crient encore et toujours dessus. Pour ma fille, on en est donc arrivé là. Ma main tremble de manière erratique, alors que le stylo à billes écrit une histoire que je n'aurais jamais pensé partager dans mon imagination la plus folle. Une lettre décrivant des actes si odieux et horribles que même l'estomac le plus solide se retournerait sans relâche dans des contractions convulsives de dégoût. Je peux sentir la bile monter au fond de ma gorge au fur et à mesure que le souvenir se déroule. Et, à chaque coup de crayon tremblant, une pensée récurrente résonne dans ma tête. Comment en est-on arrivé là? Chère maman, je ne supporte plus la culpabilité. Pas après qu'Anna nous ait quittés. Je ne peux plus être près de Vanessa après ça. Je ne me fais pas confiance. Et si les envies me submergent? Et si je me retrouvais un soir à étouffer la vie de ma propre petite fille? Les larmes tachent le papier d'imprimante bon marché. Tant, il y en a tellement. Je ne peux pas tous les suivre. Je suppose que les détails n'ont pas vraiment d'importance à la fin. C'est la confession qui est vitale. Ce sont les mots qui me dameront, pas les noms. J'ai perdu le compte. 20, 30, toute jeune, jolie et pleine de vie. Des coups si longs, minces et fragiles. Les yeux pétillants d'espoir et de rêve. Pour assister à tout cela, disparaître. Regarder la lumière vacillante de la vie s'estomper et disparaître. Avoir le pouvoir de supprimer quelqu'un de la terre, qui peut résister à de telles tentations? Je sais que je ne peux pas. Le berceau grince de façon discordante alors qu'il se balance hypnotiquement d'avant en arrière. Dieu merci, Vanessa dort. Je ne veux pas qu'elle voie ça. Je ne veux pas qu'elle se souvienne de sa mère pendue à une corde. Vous trouverez des preuves dans mon sous-sol. Photos, trophées. Assez pour identifier mes sujets. Assez pour me condamner dans un procès. Assez pour offrir une sorte de paix et de réconfort aux masses en deuil. Presque à la fin maintenant, un calme étrange m'envahit. Face à l'inévitabilité de tout, fin de la ligne. Et je sais au fond de moi que c'est le seul moyen d'être sûr. Je peux voir la corde déchirante se balancer sans relâche dans ma vision périphérique. Un rappel constant et qui donne à réfléchir sur la nature de ma lettre. Je t'aime, maman. Et, s'il te plaît, je t'en supplie, prends soin de Vanessa. Élève-la comme si c'était ton enfant. Oublie-moi, oublie mon existence. Laisse-la jouer avec son oncle, ses tantes et ses cousins. Laisse-la grandir et vivre une vie bien remplie. Laisse-la vivre. Je suppose que c'est ça. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je tiens la lettre tachée de larmes à la lumière. Un regard inquiet jeté vers le berceau qui grince toujours. Très bien. Dit mon frère, un sourire inquiétant se manifestant sur ses lèvres, alors qu'il retire lentement la lame posée sur la gorge de ma fille endormie. Maintenant, signe la lettre.
voisin ennuyeux. Avant, je vivais dans un petit immeuble du centre-ville. L'une des raisons pour lesquelles j'ai déménagé était le mauvais quartier. Y compris ce type dans l'appartement juste au-dessus du mien. C'était un gars à l'air bizarre qui restait surtout seul. Vers minuit, cependant, il y avait fréquemment un bruit étrange qui me tapait sur les nerfs. Ce n'était pas bruyant pour être honnête, mais j'ai un sommeil très léger. Il était donc difficile de fermer les yeux avec ces petits bruits de cognement qui continuaient. Cela m'a rappelé des talons hauts qui se promenaient, mais pas aussi fort. Comme si la personne à l'origine du bruit essayait en fait de se taire. Après quelques jours, j'ai réalisé que le schéma était toujours le même. Comme un enregistrement joué encore et encore avec des intervalles aléatoires entre les deux. Et ça a duré une bonne partie de l'année. Toujours la même séquence de bruit, lentement imprégnée dans mon esprit. Ce n'est que quelques années plus tard, en aidant ma fille à faire ses devoirs, que j'ai appris un peu le morse. Elle a frappé sur la table avec ses jointures et un frisson a immédiatement traversé ma colonne vertébrale lorsque j'ai reconnu ce schéma. Quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle a ri. C'est le plus facile, maman. C'est celui qui dit qu'il faut appeler à l'aide. C'est un SOS. Home sitting. Ma partie préférée du home sitting est la lecture des journaux intimes des gens. Prenez mon dernier contrat, les Wright. Milieu de la quarantaine, mariés depuis 2 ans. Ils passent leur week-end à Malibu une fois par mois, ce qui me donne tout le temps de fouiner. Je pensais avoir touché le jackpot. Les 5 dernières entrées du journal de Madame Wright se lisent comme une vraie série télévisée. Elle a épousé son mari pour de l'argent, pas de surprise jusqu'ici. La maison était gigantesque et il n'a pas fallu longtemps avant que leur relation ne se détériore. Malheureusement, pour elle, les avocats de Monsieur Wright avaient rédigé un contrat de mariage. Alors, elle était coincée. Au cours des mois suivants, elle a documenté la décadence de leur mariage. Dans les brefs moments que j'ai passés avec eux, j'ai remarqué des commentaires sarcastiques et des regards méprisants. Ils se détestaient très clairement. Les entrées de Madame Wright sont devenues de plus en plus agressives, jusqu'à ce que finalement une se termine par « Parfois je veux juste tuer mon mari ». Oh, c'est épicé. Oh, je pensais ça tout en mâchant du popcorn et en étant étalée sur leur lit king size. Vous pouvez imaginer ma réaction lorsque Monsieur Wright a eu son accident quelques semaines plus tard. Il y avait un problème avec le frein sur sa Ferrari, apparemment. J'étais méfiante, mais j'avais 2 problèmes. D'abord, je n'avais aucune preuve que Madame Wright était réellement impliquée. Et deuxièmement, je ne pouvais décemment pas admettre à la moitié du quartier que j'avais lu son journal intime. J'ai donc élaboré un plan. Tôt ou tard, Madame Wright aurait besoin d'une gardienne. Avouer un meurtre dans son journal serait assez stupide, mais peut-être que je trouverais quelque chose que la police pourrait utiliser. Alors je dirais que je l'ai seulement lu parce que j'étais méfiante. 6 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel. « Bien sûr, Madame Wright, je serais heureuse de garder la maison. » Je lui ai fait signe et je me suis précipitée dans la chambre. Elle avait changé de cachette, mais j'ai fini par trouver le journal au fond de son dressing. Étonnamment, il n'y avait qu'une seule entrée depuis ma précédente visite. Il disait « J'ai tué mon mari ». De l'extérieur de la chambre, j'ai entendu un craquement. J'ai crié « Hey !» Et comme personne ne répondait, j'ai continué à lire. Je m'en suis tirée. La police ne se doute de rien. Il n'y a qu'un fil conducteur, la home sitter. 2 semaines après l'accident, j'ai retrouvé mon journal face down, alors que je le laisse toujours face up. Si elle allait voir les autorités, ça pourrait tout gâcher. Mon estomac s'est tordu. Alors j'ai continué à lire. Mais j'ai un plan. Je vais cacher mon journal dans le dressing et faire semblant de partir. Puis quand elle partira à sa recherche, je fermerai la porte et m'envolerai pour Malibu. La porte va se coincer, elle ne peut pas être ouverte de l'intérieur. J'ai pris la liberté d'installer un bloqueur de signal. Et j'ai même dit au nettoyeur de piscine de prendre quelques semaines de congé. Mon estomac se tordit encore plus. Elle ne s'en sortira jamais vivante. À mon retour,
Je me débarrasserai du journal, puis j'appellerai la police. Très facile. Avant que je ne puisse réagir, la porte la plus proche se referma, puis tout devint noir.